Il faut bien saisir dans un premier temps que les harkis ne sont pas désirés sur le territoire français. Pour les pouvoirs publics, le gouvernement de l'époque, les harkis sont des futurs citoyens algériens. Ils ne sont plus considérés comme des citoyens français et ils ont vocation à rester dans l'Algérie indépendante de l'après-juillet 62. Donc c'est très important de le saisir car cela aura des répercussions énormes sur le devenir d'une grande partie de ces hommes et de ces familles plus largement. Malgré les accords d'Évian qui préconisaient une amnistie de toutes les violences de part et d'autre, de tous les acteurs de la guerre d'Algérie, que ce soit l'armée française et les hommes qui ont constitué donc l'armée française, les supplétifs, les membres du Front de Libération Nationale, etc. Le fait que progressivement l'Algérie sera, dans un court délai, dans un laps de temps assez réduit, indépendante, n'exempte pas en réalité les supplétifs de représailles potentielles. D'ailleurs, il y a déjà des renseignements, des fiches qui signalent sur l'ensemble du territoire algérien entre mars 62 jusqu'en juin 62, donc on est toujours sous le giron de l'Algérie française, hein, l'Algérie n'est toujours pas indépendante, on signale de part et d'autre donc déjà des violences, des enlèvements, des pressions qui font que progressivement une part non négligeable des anciens supplétifs, des anciens puisqu'ils ne sont plus supplétifs dorénavant, souhaitent venir sur le territoire français. On est dans un contexte particulier puisque un plan minimaliste est mis en place par les pouvoirs publics, mais qui est de l'ordre de 5000 personnes au mois d'avril. Les pouvoirs publics estiment qu'il faut rapatrier ou transférer en France environ 5000 personnes, ce qui est minime, puisque pour vous donner un chiffre, c'est environ entre 200 000 et 400 000 hommes qui ont été supplétifs durant la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962. Donc 5000 personnes, c'est vraiment le strict minimum. Progressivement, de ces 5000, on passera à 10 000 personnes avec les familles en fin juin 62, mais des dizaines de milliers d'autres souhaitant venir sur le territoire français sont soit refoulés, soit laissés sur place, désarmés et laissés dans les villages. Donc le contexte est assez dramatique pour un grand nombre de ces familles, ce qui va motiver un grand nombre d'officiers, de sous-officiers qui ne souhaitent pas laisser sur place leur harki ou leur supplétif, leur morazni pour certains. Donc ils vont mettre en place ce que l'on appelle des filières individuelles, des filières clandestines ou semi-clandestines pour transférer leurs hommes et leurs familles sur le territoire français. Là apparaît la figure d'Yvan Durand. Yvan Durand, lieutenant d'une SAS, d'une section administrative spécialisée, qui avait déjà fait son service militaire en 55-56, qui décide de rengager, on va dire, de manière volontaire pour être en contact avec la population algérienne. C'est pour cela qu'il intègre le ministère des Affaires algériennes et les sections administratives spécialisées. Ne souhaite pas laisser une grande partie de ces hommes et de leurs familles sur le territoire algérien après l'indépendance. Il réussit à avoir une autorisation semi-officielle d'un sous-préfet pour pouvoir faire sortir ces hommes d'Algérie. Donc c'est le passage dans un camp de réfugiés officiels géré par l'armée à Téféchoun. Puis ensuite, encore une fois, le passage vers Alger, le port d'Alger, l'embarquement dans un bateau et l'arrivée au port de Marseille. Alors c'est plusieurs centaines d'hommes, de femmes, d'enfants, pas seulement des harkis et leurs familles directes, hein, parfois cela peut être des civils proches d'un harki, cela peut être un grand-père, une grand-mère, donc vraiment c'est presque la communauté villageoise, des villages entiers qui se vident d'une partie de leurs habitants et qui décident de fuir sous la menace des représailles l'Algérie pour la France. Arrivé à Marseille, c'est l'installation au camp du Larzac, dans l'Aveyron. Le camp du Larzac est un des premiers camps de harkis ouverts par les pouvoirs publics pour juguler, d'une certaine manière, l'afflux important de ces familles. Alors, le lieutenant Durand avait prévu, plus ou moins, avait élaboré un projet plutôt, d'installer des familles de harkis dans des zones rurales. Il avait déjà réfléchi au point de chute
vers lequel il souhaitait établir une grande partie de ses familles qui étaient du sud de la Kabylie pour une grande partie d'entre elles. Il avait donc sillonné le département des Alpes-de-Haute-Provence, encore une fois par le biais d'un contact à la sous-préfecture qui lui permettait une aide à l'installation de ses familles. Après avoir essuyé plusieurs refus, puisque certaines communes ont refusé l'installation sur leur commune de ces familles, c'est le choix d'un petit village, le village d'Ongles. Après avoir discuté quelques heures avec le maire du village, M. Laugier, et son adjoint, M. Rébaud, ils acceptent finalement l'arrivée et l'installation de ces familles. Et c'est environ 25 familles, un peu plus d'une centaine de personnes qui s'installent en septembre 62. Le maire du village et l'adjoint au maire vont aller voir d'ailleurs les habitants du village en leur disant « ils arrivent demain ». Donc de manière énigmatique, ils, qui sont ces ils, ce ils, donc ce sont ces harkis et leurs familles. Alors dans un premier temps, c'est la mise en place d'un village de tentes. Les familles d'anciens supplétifs, de harkis, de morazni, etc. sont installées sous des tentes. Au mois de septembre, octobre, novembre, le climat est plus ou moins favorable, donc cela ne pose pas trop de problèmes dans un premier temps. En même temps, il y a la construction de préfabriqués, donc d'un village forestier, puisque l'on est dans l'installation, si vous voulez, dans le sud-est de la France, de hameaux de forestage par les pouvoirs publics, par le biais du ministère de l'Agriculture, pour, dans un premier temps, reclasser une grande part de ces réfugiés. Car il a bien fallu trouver une solution à la fois de reclassement professionnel, mais aussi de logement pour des milliers et des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Donc la solution qui a été préconisée, une des solutions, cela n'a pas été la seule en réalité, c'est la mise en place de dizaines de hameaux de forestage où les hommes pouvaient travailler pour l'ONF, l'Office national des forêts, et où les femmes et les enfants pouvaient ensuite être logés, les enfants avoir une scolarité plus ou moins normale, entre guillemets. Un fait divers climatique, d'ordre climatique dirais-je, va jouer un rôle décisif dans le rapprochement entre les différentes populations, la population qui accueille les habitants d'Ongles et la population qui arrive, donc les familles d'anciens supplétifs. C'est une tempête de neige. Une tempête de neige, des conditions climatiques vraiment défavorables, vraiment dures, qui font que les familles d'anciens supplétifs vont habiter chez l'habitant, vont résider chez l'habitant, vont être hébergés par les familles d'Ongles. Alors, durant les premiers mois, c'était plutôt un climat de chacun chez soi, c'était de la suspicion, de la méfiance, autant de la part des habitants d'Ongles qui voyaient arriver une centaine de personnes débarquer de surcroît avec, on va dire, des habits traditionnels d'Algérie, donc une population qui était, même si maintenant française, mais étrangère par son aspect, son accoutrement, dirais-je. Donc il y avait une certaine suspicion. Et en même temps, de la part des familles d'anciens supplétifs, c'était aussi une certaine crainte. C'était la première fois qu'ils venaient en France, c'était la première fois qu'ils étaient dans un village où il y avait autant d'Européens, puisqu'en Algérie, c'était une situation où les populations étaient tout de même séparées d'une certaine manière. Donc voilà, une méfiance qui était réciproque. Cet épisode climatique va rapprocher ces deux populations puisqu'elles vont discuter, échanger, partager. Il va y avoir cette solidarité, cet humanisme qui va permettre de rapprocher ces deux populations. Ces hameaux de forestage avaient avaient pour vocation d'être provisoires en réalité. Donc c'est important de le préciser, mais le provisoire va durer pour certains d'entre eux, certains hameaux. Alors, ces hameaux de forestage sont particuliers parce qu'il y a à la fois une gestion de l'ONF, l'Office national des forêts, qui employait donc les hommes comme ouvriers forestiers pour débroussailler, pour s'occuper des chemins vicinaux, des chemins domaniaux, pour être utilisé aussi parfois par les municipalités. On est dans un contexte particulier où, durant l'été 62, il y a eu énormément d'incendies dans la forêt méditerranéenne. Donc cela tombait à pic que d'avoir une main-d'œuvre qui était censée avoir des rudiments dans les travaux forestiers, puisque la grande majorité des anciens supplétifs sont des ruraux, sont des paysans, sont des personnes qui vivaient soit dans des forêts, soit dans les campagnes algériennes. Donc voilà le pourquoi de l'utilisation de ces hommes par l'ONF. Ensuite, il y avait tout de même encore un encadrement militaire
puisque les premiers chefs de hameau, il y avait toujours un chef de hameau dans ces structures d'accueil, étaient censés charger de gérer ces hameaux, de s'occuper des hommes d'un point de vue administratif d'une certaine manière, de régler les conflits s'il y avait, d'être aussi un intermédiaire entre les pouvoirs publics, l'administration locale ou régionale ou départementale et les anciens harkis. Il y avait aussi une monitrice de promotion sociale, souvent recrutée parmi des pieds noirs ou des Européennes d'Algérie, parce que censée connaître cette population d'un point de vue linguistique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue des mentalités. Donc qui s'occupait aussi des mères plutôt, en leur faisant des ateliers de couture, en leur faisant quelques cours d'alphabétisation, en s'occupant aussi des enfants. Donc voilà, on était tout de même dans une tutelle sociale spécifique. Les familles d'anciens harkis n'étaient pas laissées à eux-mêmes. Il y avait en réalité derrière tout ça ce constat de penser que les familles d'anciens supplétifs n'étaient pas à même de pouvoir s'occuper d'eux-mêmes. Le hameau de forestage d'Ongles durera grosso modo de fin 62 jusqu'en décembre 64. Durant 2 ans, il y aura cet encadrement, cette vie à la fois de l'entre-soi, mais tout de même des liens avec la population locale. Suite à la disparition du hameau de forestage, Yvan Durand, encore une fois, joue un rôle décisif puisqu'il a l'idée de créer un centre de préformation professionnelle à l'intention des descendants d'anciens supplétifs, à l'intention des fils d'anciens harkis spécifiquement. Donc ce sont des garçons qui ont entre 14 et 16 ans qui étaient intégrés à cette préformation pour être soit alphabétisés, soit avoir quelques rudiments en langue française, en calcul. Il y avait aussi des activités sportives et il y avait surtout des activités professionnalisantes. Donc en menuiserie par exemple, en métallurgie. Donc voilà, toute une série d'activités qui leur permettaient, au sortir de ce centre de préformation, d'intégrer finalement un centre de formation cette fois-ci. On est encore dans un encadrement plus ou moins militaire, avec levée de drapeau pour ces jeunes adolescents, des marches militaires, des anciens militaires qui font office de moniteurs. Donc voilà, on est tout de même encore dans un giron militaire. Dans les hameaux de forestage, il y a des différences selon les lieux, selon les populations, selon l'encadrement. Il y a eu autant des échecs patents avec une communautarisation des hameaux de forestage. Pour d'autres, ça a été plutôt le contraire, un vivre ensemble, un partage et un mélange, on va dire, des populations. Ça a été le cas en tout cas pour Ongles, puisqu'une grande partie aujourd'hui des anciens supplétifs reviennent à Ongles pour revisiter, pour rencontrer des anciens habitants. Des liens se sont tissés, des liens ont perduré malgré la disparition du hameau de forestage en décembre 64.